Bonjour et bienvenue dans les 4V, Manuel Bonjour. Bompard. C'est votre domaine, l'intelligence artificielle, vous êtes ingénieur en la matière, vous? Oui, je suis ingénieur, docteur en mathématiques appliquées. Je travaillais un peu sur le sujet avant d'être élu, Et qu'est-ce que effectivement. vous dites quand vous voyez une start-up comme Mistral là, qui... Je me dis que c'est une bonne initiative et je me dis qu'effectivement, on a besoin que la France fasse davantage dans le développement de l'intelligence artificielle. On a des très bons chercheurs sur le sujet. Les experts, les experts mondiaux de l'intelligence artificielle ont généralement été des experts français. Mais maintenant, il faut qu'on fasse en sorte que ça se développe aussi avec des outils français pour qu'on ne soit pas obligé d'utiliser en permanence les outils développés ailleurs. On en vient à la politique. Il faut redonner aux parents la place qui leur revient, a dit Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles. Et parmi ses propositions, elle veut mettre en place des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Je pense que c'est une idée indigne qui vise à culpabiliser ou à rendre responsables des parents qui, je crois, pour l'immense majorité d'entre eux, veulent le meilleur pour leurs enfants. Et les pointer du doigt, les stigmatiser plutôt que de les aider, je pense que ça ne contribuera pas et que ça ne résoudra pas les difficultés auxquelles parfois on peut être confronté. D'ailleurs, ce type de mesure, c'est-à-dire sanctionner les parents, a déjà été mis en place en France pour lutter contre l'absentéisme scolaire. Ouais. L'impact de ces mesures, c'est que l'absentéisme scolaire avait progressé. Donc je pense que c'est typiquement une fausse bonne idée. Mais face à un vrai problème quand même, il y a un problème ou pas de déresponsabilisation de certains parents? Vous savez, monsieur, il existe déjà dans ce pays ce qu'on appelle des mesures d'assistance éducative. Quand un parent est considéré pas suffisamment en capacité d'éduquer ses enfants dans des bonnes conditions, la justice peut mettre en place des mesures d'assistance éducative. Le problème aujourd'hui, c'est que ces mesures, elles ne sont généralement pas exécutées parce qu'il n'y a pas de moyens dans les associations qui sont censées les prendre en charge ou qu'il n'y a pas suffisamment de moyens dans les services publics qui sont chargés de les prendre. Mais bien sûr, et dont les gens, plutôt que de les pointer du doigt ou de les culpabiliser, je vous rappelle qu'on parle généralement d'enfants, de familles qui sont parfois des familles monoparentales, de mamans qui sont obligées de se lever tôt le matin pour venir faire des boulots que peu de gens ont envie de faire. Et je trouve que venir comme ça les pointer du doigt ou les rendre responsables de la situation, je trouve ça abject. Il y a pourtant un sondage qui a été publié hier par la Tribune Dimanche qui dit que 80% des Français pensent que les parents ont moins d'autorité qu'avant sur leurs enfants. Un sentiment d'ailleurs majoritaire, y compris chez les partisans des LFI. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Peut-être qu'on peut renforcer, mais on renforcera l'autorité des parents quand on leur permettra aussi d'avoir des conditions de vie qui sont des conditions de vie acceptables, en leur permettant d'avoir un salaire qui leur permet de vivre de leur travail, qui leur permet aussi d'être un exemple pour leurs enfants. Et donc voilà. Je vois pas en quoi ce sondage. Vrai problème et mauvaise solution. Vrai problème, pourquoi pas? Oui, bien sûr, il peut y avoir des difficultés, mais plus que mauvaise solution. Solution abjecte, solution indigne, solution qui pointe du doigt les gens. Et puis, si on veut des mesures de travaux d'intérêt généraux pour les parents qui font mal l'éducation de leurs enfants, ça s'applique aussi pour les ministres. Non, mais parce qu'il y a eu un certain nombre de ministres dans lesquels on a pointé du doigt que leurs enfants avaient été impliqués dans le vol de scooters, dans le trafic de drogue. Est-ce que ça s'applique pour eux aussi? Vous voyez bien que c'est pas le cas. La vérité, c'est qu'on va stigmatiser encore toujours la même chose, c'est-à-dire les parents pauvres, les parents des enfants pauvres. Et ben, s'ils ont des difficultés parfois, je préfère qu'on ait des dispositifs pour les aider plutôt que pour les pointer du doigt et les stigmatiser. Autre proposition, celle du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui veut expérimenter à grande échelle le port de l'uniforme à l'école. Ça se tente ou pas, ça? Moi, j'y suis opposé. Je pense que c'est une mauvaise mesure là aussi. Et je vois pas qu'est-ce que ça va résoudre comme problème. Je pense qu'aujourd'hui, dans nos établissements scolaires, ce dont on a besoin, c'est pas d'uniforme pour les élèves. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des enseignants en nombre suffisant, bien formés, avec des bonnes rémunérations. Sur l'école. Il a conscience qu'il y a pas mal de problèmes et. D'accord, voilà, mais une des propositions. Vous savez qu'à la rentrée, des études qui ont été faites ont montré que dans un établissement scolaire sur 2, il y avait eu des difficultés de remplacement de profs qui étaient des profs absents. Donc, franchement, plutôt que de mettre son énergie sur des mesures démagogiques comme celle-ci, je préférerais que le ministre de l'Éducation nationale s'occupe de faire en sorte que nos enfants aient des profs en face d'eux, que nos enfants aient de quoi manger à la cantine scolaire, que nos enfants aient de quoi avoir des fournitures pour pouvoir étudier dans des bonnes conditions. Et je préférerais qu'il nous propose des mesures sur ce sujet plutôt que de participer à la course des petits chevaux, des mesures démagogiques. Le lycée Averroès à Lille ne sera plus financé par l'État suite à une enquête qui a été menée. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Il est notamment soupçonné de ne pas respecter les valeurs de la République. Alors moi, vous savez que mon modèle en matière d'éducation, c'est davantage l'éducation publique. Et donc, vous n'avez pas en face de vous un partisan des établissements privés. Je pense qu'il faudrait d'ailleurs limiter un certain nombre de financements des établissements privés. Mais par contre, j'ai l'impression, mais je ne connais pas ce dossier en détail, mais j'ai l'impression que, en l'occurrence ici, si on doit limiter les financements des établissements
établissement privé. Je ne voudrais pas que ça soit fait en fonction de la confession religieuse ou de la religion de l'établissement en question. C'est le plus grand lycée musulman de France. Voilà, donc j'ai l'impression, je ne suis pas d'accord, et je crois que la mesure qui est mise en place, mais il faudrait vérifier en détail le dossier. Vous n'êtes pas sûr, mais vous n'êtes pas d'accord? Pardon ? Vous n'êtes pas sûr, mais vous n'êtes pas d'accord? Non, mais je vous dis que moi, mon modèle, c'est pas tout à fait l'établissement privé, vous l'avez entendu, mais à partir du moment où il existe des établissements privés, je ne voudrais pas que certains soient ciblés en fonction de la confession religieuse de cet établissement. Voilà, maintenant, je ne connais pas le sujet en détail, vous admettrez qu'on n'avait pas convenu qu'on allait en discuter ensemble, donc je regarderai en détail avant de vous répondre plus précisément. Mais c'est vrai qu'on ne convient de rien parce qu'on ne se parle pas avant. Ce sera le sujet politique du jour, l'arrivée dans l'hémicycle à l'Assemblée du projet de loi sur l'immigration. Quel est votre degré de soutien ou d'opposition j'imagine, à ce projet? Opposition totale. Totale. Oui. Tout est à jeter? Oui. C'est une proposition de loi qui est une proposition de loi inutile, démagogique, qui s'inscrit toujours dans la même logique. C'est à peu près la 20e proposition de loi sur l'immigration en 30 ans. Il y en a une tous les 18 mois. Toujours dans le même raisonnement. En gros, on va faire en sorte que les gens ne puissent pas rentrer sur le territoire national. Et ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il faut complètement changer de logique. Complètement changer de logique, ça veut dire d'abord faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de partir. Et deuxièmement, faire en sorte que quand les gens arrivent sur le territoire national, ils soient accueillis dans des bonnes conditions. On a été capable en France d'accueillir dans de très bonnes conditions plus de 100 000 réfugiés ukrainiens. Ça s'est très bien passé. Pourquoi on ne serait pas capable de faire en sorte d'accueillir les gens qui ont besoin de la solidarité qui est la nôtre? Il ne s'agit pas de dire que la France va accueillir l'ensemble des immigrés, mais la France doit prendre sa part et je pense qu'elle ne la prend pas suffisamment aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les députés vont devoir se prononcer cet après-midi sur une motion de rejet. Alors c'est un peu technique, déposée par les écologistes. Est-ce que les députés LFI voteront cette motion de rejet? Oui. Nous avons, nous aussi, d'ailleurs, déposé une motion de rejet, mais il y a un tirage au sort. C'est les écologistes, effectivement, qui vont présenter cette motion de rejet. Et oui, nous sommes défavorables à cette loi. Nous mais ils ne vont pas mis en débat inutile. Publiquement, que chacun fasse valoir ses arguments, les pour, les contre et les autres? Non, mais moi, je suis opposé à cette loi. Nous l'avons combattue en commission. Nous avons voté à la fin de l'examen en commission. Donc, je ne me fais pas d'illusions sur le résultat de la discussion parlementaire. Et donc, je suis favorable à son rejet préalable dès le début de l'examen du texte. Et j'appelle tous ceux qui sont opposés à ce texte. Motion de rejet, juste pour qu'on dise que c'est un peu technique, oui. Cette motion de rejet est adoptée, ça ne tue pas le texte, ça décale. Ça veut dire que le texte revient au Sénat, où il y a une commission, mais ça veut dire que l'Assemblée nationale rejette le texte en l'état. Et donc le gouvernement est appelé à revoir sa copie, tout simplement. Et donc oui, nous voterons cette motion de rejet. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a confié à nos confrères du journal Le Monde qu'il préparait un rendez-vous avec la nation en janvier. À quoi devrait, selon vous, ressembler ce rendez-vous, Manuel Bompard? Une élection. Le mieux, si vous voulez faire un rendez-vous avec la nation, le mieux, c'est une élection, vous savez. Parce que moi, les grands gadgets communicationnels d'Emmanuel Macron, qui sort à peu près tous les 3 mois de son chapeau, une nouvelle opération pour faire croire que tout va changer et puis rien ne change ensuite, je pense que les Français, ils en ont soupé, ils en peuvent plus. Donc, vous demandez quoi? Une élection présidentielle ou une je ne sais pas si le président de la l'Assemblée République veut revenir devant les Françaises et les Français. Il y a quelque chose qui existe dans notre Constitution pour ça s'appelle les élections, donc soit par une dissolution de l'Assemblée nationale, soit par une démission du président de la République. C'est lui qui dit qu'il veut revenir devant les Français, donc s'il veut le faire, qu'il le fasse. Mais on voit bien que le macronisme est à bout de souffle, que le président de la République est dans l'incapacité aujourd'hui de proposer au pays quelque chose d'autre que la détestation des immigrés, pointer du doigt, essayer de diviser la population en permanence. On a des grands défis qui sont devant nous. On est confronté à une urgence sociale énorme. On a un défi climatique devant nous. On est en COP 28 en ce moment. On a beaucoup de choses à faire. Et le président de la République a l'air totalement incapable d'amener le pays dans cette direction. L'unité du pays. Ce même Emmanuel Macron qui a organisé à l'Élysée une cérémonie d'allumage d'une bougie de Hanouka, qui est une fête juive, en présence du grand rabbin de France. Est-ce que ça correspond à votre vision de la laïcité ou est-ce que vous êtes surpris, comme l'a été le président du CRIF, pour qui Emmanuel Macron n'est pas dans son rôle quand il fait ça? Non, le président de la République n'est pas dans son rôle en faisant ça et il n'y a aucune raison d'accueillir à l'Élysée une cérémonie religieuse de quelque religion que ce soit. D'ailleurs, le principe de la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. Et là, en l'occurrence, en faisant ça, le président de la République, rupture de cette séparation. Il a fait une faute politique inexcusable et impardonnable. Et je pense qu'il devrait se ressaisir. Donc oui, bien sûr, c'était une rupture de la laïcité d'accueillir cette fête religieuse à l'Élysée. Manuel Bompard, la semaine dernière, le président du Sénat, Gérard Larcher, a dit à Jean-Luc Mélenchon « Ferme ta gueule ». C'était chez nos confrères de RTL. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes tous en train de devenir fous, les politiques? Là, il y a de l'outrance partout. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive à ce degré
de langage-là de tout bord et de toutes parts? Bah là, c'est pas de tout bord et de toutes parts. Là, en l'occurrence, c'est le président du Sénat qui est censé être de manière générale, mais quand même dans un climat qui est pas très apaisé. Troisième personnage de l'État. Deuxième, troisième dans l'ordre protocolaire. Bref, c'est un détail. Donc, je pense qu'effectivement, il ne doit pas parler comme ça. On ne parle pas comme ça à son opposition. Je crois que ça en dit long sur la manière avec laquelle un certain nombre de responsables politiques aujourd'hui imaginent les rapports avec leur opposition. Et je leur dis. J'ai l'impression que l'outrance est devenue la norme, honnêtement. De tous côtés, l'opposition, la majorité, le Moi, milieu, je n'ai jamais centre... dit ferme ta gueule à un opposant politique. Et je pense que le président du Sénat ne devrait pas dire ça, ne devrait pas parler comme ça. Mais de manière plus générale, je pense que s'il a l'intention de nous faire taire, de faire en sorte que la France insoumise arrête de défendre ses propositions, je préfère lui dire franchement, sincèrement, les yeux dans les yeux, que c'est peine perdue. Alors, si on remonte le fil de l'histoire, le ferme ta gueule Gérard Larcher, il venait en réaction à un tweet de Jean-Luc Mélenchon, publié suite à une interview musclée que vous aviez eue, vous, face à Ruth El-Khrief sur LCI. Et Jean-Luc Mélenchon avait tweeté ceci: Ruth El-Khrief manipulatrice, si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne, quelle honte. Bravo, il vous félicite. Et El-Khrief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Est-ce que lui aussi, comme Gérard Larcher, n'a pas perdu une bonne occasion de se taire, ou en tout cas d'utiliser des mots plus modérés? Écoutez, dans cette interview, en l'occurrence, effectivement, j'ai été confronté à une forme de manipulation, puisqu'on essayait de prendre des propos qui avaient été tenus par des responsables de la France insoumise pour les déformer et leur donner un autre sens. Donc je ne pense pas que le terme de manipulatrice, en l'occurrence, soit excessif. Quand même, vous dites pas ça va trop loin, qu'on est en train... Du coup, elle se retrouve menacée, sous protection policière. Je regrette bien évidemment que Ruth El-Khrief soit menacée. Si elle est menacée... elle est menacée suite au tweet de Jean-Luc Mélenchon. Non, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment vous pouvez faire le lien, mais en tout cas, que les choses soient très claires, personne ne doit être menacé. Je trouve par contre que la réaction assez unanime a tranché avec l'absence de réaction dans d'autres cas de figure. Peut-être avez-vous vu... peut-être, c'est intéressant. Qui est une journaliste de RCI, qui est une radio guadeloupéenne, voilà. qui était en charge du 13h Week-end sur cette radio et qui, après une interview de Jordan Bardella, n'est plus en charge du journal. Bon, peut-être que... Vous voyez, comme quoi on en parle aussi. Oui, mais j'observe qu'elle n'a pas obtenu le même soutien assez unanime qui a été exprimé après la polémique sur Ruth El-Khrief. Donc je trouve qu'il y a une forme d'indignation à géométrie variable. Et deux problèmes qui sont sans doute légitimes l'un et l'autre. Pourquoi une stratégie? Pourquoi les opposer, en fait? C'est pas moi qui les oppose. J'observe juste que quand cette journaliste-là est écartée de la présentation du journal parce qu'elle a soi-disant interviewé un peu trop vivement M. Bardella, il n'y a pas le même concert de soutien qu'il y a eu, alors que Ruth El-Khrief, effectivement, avait tenu ou avait utilisé des pratiques à mon égard que je trouvais inacceptables. Mais maintenant, franchement, soyons clairs, moi, je préfère effectivement que le débat se fasse sur les propositions politiques des uns et des autres. En tout cas, c'est mon souhait. Et puisque le président de la République le président du Sénat a dit à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, ferme ta gueule, j'ai envie de leur dire, puisque c'était quand même le point de départ de cette difficulté. Il y a une situation à Gaza qui est insupportable. Il y a plus de 20 000 morts. Il y a eu davantage de morts en 2 mois qu'en 4 ans du siège de Sarajevo. J'ai envie de dire, président du Sénat, et à une grande partie de la caste médiatique et politique, ouvrez vos gueules. Dites quelque chose, ne laissez pas faire. Ne laissez pas faire comme ça dans le silence coupable de la communauté internationale. Il faut faire en sorte que ces massacres s'arrêtent. Il faut faire en sorte qu'il y ait un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Et donc oui, là on a besoin de gens qui l'ouvrent et pas de gens qui la ferment. La caste politique et médiatique, il y aurait à dire là-dessus, mais on est au bout, malheureusement. On aura l'occasion c'est l'image que vous avez renvoyée et que vous avez donnée globalement. C'est-à-dire le sentiment qu'il y avait une manière de traiter ce conflit qui est extrêmement orientée. En tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu par une grande partie de la population. Comme ça que vous avez perçu, mais c'est sans doute pas comme ça que la plupart des journalistes font leur travail. Merci beaucoup. En tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu par une grande partie de la population. C'est bien Manon Aubry que ça va tête de liste aux européennes? Ça, on aura le temps de le décider. Laissez-nous un petit peu de temps. Mais en tout cas, Manon Aubry est une très bonne présidente de groupe au Parlement européen. Et je suis très fier qu'elle soit effectivement députée européenne de la France. Merci Manuel Bompard de venir avec nous. Bonne journée à vous.